Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast. J'ai la chance de recevoir deux codeuses qui travaillent chez Elios et elles nous expliqueront quel est le terme précis. Donc, bienvenue Charlotte Frédé et Tina Savouré. Bienvenue Bonjour. sur le Merci. podcast. Et je vais vous laisser vous présenter un petit peu, les filles, histoire qu'on sache qui vous êtes. Charlotte, tu veux commencer? Ouais, ça marche. Bonjour, donc moi c'est Charlotte Frédier. Je suis diplômée de la licence que j'ai passée sur Lyon en 2009, pardon. J'ai travaillé durant 13 ans dans un CEF sur la région grenobloise et aujourd'hui je suis salariée dans un CAMS. J'ai intégré l'entreprise Helios il y a un an et j'ai aussi un statut d'auto-entrepreneur. OK, merci. Rappelle-nous, parce qu'on adore les sigles dans le médico-social, mais un CAMS, qu'est-ce que c'est? Pour ceux Alors qui le ne s le connaîtraient CAM, pas? c'est un centre d'action médico-social précoce et en fait, on accueille, les enfants de 0 à 6 ans. Voilà, c'est les petits. C'est les tout Travaille avec les tout petits, petits. c'est ça. Super, OK, merci. Et Tina? Et moi, bonjour tout le monde. Je suis donc Tina Savouré. Je suis responsable du pôle LFPC chez Helios. Je suis diplômée de la licence professionnelle de codeur de Paris de 2011. J'ai, après ma licence, continué un petit peu mes études pour passer un diplôme d'éducatrice spécialisée. Pendant lequel j'ai continué à coder un petit peu en tant qu'auto-entrepreneuse pour des étudiants à la fac, pour garder un petit peu la main et être sûre de rester un petit peu dans le codage. Et à mon diplôme d'EdulSP, j'ai vu passer une offre d'emploi d'une expérimentation de centre relais téléphonique. Donc j'ai postulé à cette offre-là et donc j'ai toujours travaillé en fait depuis ce moment-là dans le domaine du relais téléphonique, des centres relais téléphoniques. C'est vraiment toujours le domaine qui m'a attirée, le codage auprès d'adultes et spécifiquement ce côté à distance que j'aime bien. Et donc j'ai travaillé un petit peu pour l'expérimentation. Ensuite, j'ai travaillé pour ISOS Accessibilité qui était une association, en Île-de-France de codage, en milieu professionnel. Et là, en 2021, Isos Accessibilité a rejoint Helios et donc maintenant, Isos by Helios est une marque d'Helios et donc je continue à faire ce côté, codage en présentiel, auprès de personnes sourdes adultes et accessibilité à distance avec Helios. D'accord, donc toi, en fait, tu pas eu d'enfants. Tu as les petits-enfants, qu'a eu Charlotte. Toi, du coup, tu as fait presque que des adultes, c'est ça? Au J'ai niveau fait du c'est code? exactement ça. J'ai fait un petit peu de codage pour les enfants dans le cadre de mes stages pendant la licence pro et en fait, directement après, dès que j'ai été diplômée, j'ai toujours codé pour des adultes. Ah super, parce que voilà, des fois j'ai des questions des étudiantes de la licence, qui certaines disent: «Ah bah, moi j'ai pas envie de travailler avec des enfants». Vous n'êtes pas obligés. Vous C'est ça, pouvez, mais il y a, toutes sortes de choses à faire au niveau, de la LFPC et on peut travailler uniquement avec des adultes, avec des étudiants, en milieu pro. Ça ne veut pas dire exactement. qu'on n'aime pas les enfants, mais voilà, on peut aussi, choisir de travailler dans des milieux, plus pro, et ça, c'est vrai que des fois, on n'en parle pas assez. On présente un peu la codeuse comme, la professionnelle du scolaire avec les petits enfants parce que des fois, c'est un peu, le cliché qu'on a de la LFPC que, la langue française parlée complétée, elle sert que dans le scolaire et que pour les petits et qu'après on la fait plus. Donc vous pouvez me confirmer que les adultes, sourds continuent à l'utiliser à l'âge adulte. Oui, oui, complètement. En fait, ça va pas être les mêmes, usages, du code LPC. En fait, pour les adultes, ça va être du codage souvent plus ponctuel et vraiment à des moments, ciblés et choisis par la personne sourde et ça fait une différence assez importante et c'est la personne sourde qui est à l'initiative de sa demande de code, la plupart du temps. Donc c'est vraiment les moments qu'elle a identifiés, comme étant des moments où, qui seront, soit avec plus d'enjeux, soit avec, une situation, sonore qui rendra la compréhension plus difficile. Donc voilà, c'est des moments, différents, mais effectivement, il y a toujours autant de besoins, chez les adultes. Bah, bien sûr. OK, très bien. Mais alors du coup, Helios, est-ce qu'on peut, travailler directement après avoir obtenu la licence?
Vas-y, si tu Alors, veux. ouais, on conseille d'avoir 1 année d'expérience, de terrain. En fait, on a fait c'est un choix un petit peu arbitraire, mais en fait, quand on code en relais téléphonique, il y a tout un côté, technique, de l'informatique, des outils informatiques, à maîtriser. Donc c'est on propose une formation pour les codeuses qui rejoignent notre équipe, d'opératrices codeuses. On propose une petite formation sur tous ces outils-là pour la prise en main de l'outil. Mais c'est vrai que du coup, si la codeuse a été diplômée si la codeuse sort tout juste de sa licence pro, généralement le codage est encore un tout petit peu dans la réflexion. C'est-à-dire les clés vont pas forcément être complètement automatisées dès la sortie de la licence. Et donc nous, on trouve que si la personne, si la codeuse a 1 an d'expérience, on est sûr que le code sera vraiment automatisé et que quand on va lui proposer cette formation sur les outils informatiques, elle pourra vraiment se focaliser là-dessus et elle ne sera pas en même temps en train de réfléchir à tous les éléments pour bien se focaliser sur ces nouvelles missions. D'accord, bah, ça fait sens. Donc du coup, il faut 1 an de terrain avant de pouvoir, venir travailler. Mais justement, tu nous parlais de centre relais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour des gens qui connaîtraient pas du tout, qu'est-ce que c'est un centre relais? Alors un centre relais téléphonique, on appelle ça aussi un CRT, c'est une plateforme téléphonique qui permet aux personnes sourdes et aux personnes entendantes de, s'appeler, avec un intermédiaire au milieu qui est, une codeuse, en LAFPC ou un interprète ou en langue des signes ou un interprète de l'écrit. Donc on a les 3 modes de communication, en tout cas chez Helios. Et donc nous, on est un intermédiaire entre une personne sourde et une personne entendante qui cherche à se joindre. Donc ça peut être aussi bien la personne sourde qui veut appeler un entendant que l'inverse. Ça peut être un collègue entendant, qui veut appeler son collègue sourd et qui, en composant, son numéro, qui lui est attribué, va passer par, un relais téléphonique, pour avoir une personne intermédiaire qui facilitera la communication. D'accord, donc vous, c'est ce que vous faites à Helios, vous, ça vous permettez la communication entre les personnes sourdes et les personnes entendantes? C'est ça, exactement. D'accord, donc ça, c'est l'une des possibilités, en sortie de licence. C'est vrai qu'on parle, souvent, dans la licence pro, on va souvent parler du secteur du médico-social, pour dire: ben voilà, vous allez, devenir codeuse et très souvent, vous allez être embauchée par, des centres spécialisés pour élèves sourds, dans le médico-social. Mais donc on découvre aussi qu'il n'y a pas que ça, qu'on peut avoir, donc Helios, c'est un centre relais, c'est ça? Ou, une entreprise? Comment si je devais expliquer, Oui, on est une entreprise de relais téléphoniques, donc on est plusieurs, sur le marché à proposer ça. Ce qu'on appelle vraiment le centre relais téléphonique, c'est plutôt ce qui est défini par la loi, pour une république numérique, de 2018. Donc là, c'est plutôt, Roger Voice en fait qui assure cette partie, centre relais téléphonique. C'est-à-dire ça, c'est la partie sur les appels, interpersonnels, donc d'une personne à une personne. C'est-à-dire, une personne sourde qui veut appeler, par exemple, quelqu'un de sa famille ou un médecin ou voilà, qui veut appeler une autre personne. On oppose un petit peu ça au centre, enfin au relais téléphonique, sur toute la partie, relations, enfin service client et service public, et milieu professionnel. Donc nous, ça, c'est ce qu'on fait plutôt à Helios. Donc nous, à Helios, on propose, différents produits, différents services. Hem On propose pas du tout cette partie, appel interpersonnel d'une personne sourde qui veut appeler, sa famille, par exemple. Ça, c'est vraiment, un appel d'offres qui a été remporté par Roger Voice et nous, chez Helios, notre spécialité, c'est, donc soit les appels, professionnels, donc une entreprise qui peut souscrire à un forfait, professionnel pour ses salariés sourds qui ont besoin de téléphoner dans le cadre de leur mission professionnelle. Donc ça, c'est, nous, en LFPC, c'est beaucoup ça qu'on a comme appel, c'est beaucoup ces appels-là professionnels. Donc on code des réunions ou des appels, téléphoniques professionnels et ce dont je parlais juste avant, les services clients et les services publics.
ont en fait une obligation légale de se rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes et donc par exemple, une entreprise, qui a un chiffre d'affaires de plus d'un certain montant peut, a l'obligation de rendre accessible son service client et donc elle va choisir en fait une entreprise qui proposera ce service-là. Donc nous, chez Helios, on a sur notre site internet, on a un annuaire qui est à disposition où on peut trouver toutes les entreprises qui ont choisi Helios pour rendre accessible leurs services clients. Et c'est la même chose pour les services publics qui ont chacun cette obligation de se rendre accessible. D'accord. Ah ben voilà, maintenant c'est plus clair. J'ai vu, voilà, j'avais vu sur les, services publics au niveau du Pays basque, il me semble qu'Hélios, j'avais vu passer des publications que ça devait Oui, être des mairies peut-être, qui oui, s'étaient on rendues a accessibles? oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on a remporté un marché d'un groupement, de collectivités dans le sud-ouest et donc effectivement, on a pas mal de mairies dans cette région. C'est super. Donc ça, c'est comment permettre, l'accessibilité partout et pour tous. C'est vraiment une belle mission, merci Tina et donc du coup, comment ça se passe une journée type de alors c'est le terme, c'est opératrice codeuse, c'est ça? Que je dise pas de Et bêtises? c'est ça, OK. opératrice codeuse. Donc Charlotte, comment ça se passe une journée type? Tu peux nous raconter? Alors une journée type, chez Helios, déjà il faut savoir que chez Helios, les codeuses, les opératrices codeuses, ne travaillent pas à temps plein, sur la plateforme. On préconise un temps de travail, maximum, de 50. C'est très fatigant de coder, en visio. Donc on partage notre temps de travail, sur, des heures sur plateforme. Généralement, on a, entre c'est pas défini, mais on a entre 3 et 4 heures sur la plateforme. Ça peut être aussi des petits créneaux de 2 heures et en fait, on se relaie sur une journée. La plateforme est ouverte de 8h30 à 19h et en fait, sur une journée, complète, il faut que les codeuses se relaient entre elles. Donc voilà, on a des permanences. Avant ces permanences, on se connecte parce qu'en fait, on a besoin, de se mettre en place. On a une phase d'installation pour notre travail. Donc, on a par exemple une tenue noire qui est exigée. On a un réglage à faire, on a une lumière aussi, à régler, on a un fond violet. Donc voilà, on a besoin d'un temps de préparation avant de se mettre, en permanence et ensuite on est posté, sur, notre temps de travail, voilà, on attend les appels ou on peut aussi, avoir des réservations de réunions comme disait Tina tout à l'heure, on a des personnes sourdes qui réservent, sur, leur entreprise, des créneaux de réunion. Donc Voilà. comment ça se passe la réunion? Ils sont tous, dans une salle et vous, vous intervenez sur une tablette ou c'est plutôt des réunions Zoom et vous allez intervenir, c'est Alors de c'est l'hybride, c'est du distanciel? on a tout type de réunions. On peut avoir, des usagers qui sont dans leur entreprise et qui effectivement sont, en présentiel et du coup, ils ont leur ordinateur avec leur Helios ouvert. On peut aussi avoir des réunions qui se font uniquement sur Teams, uniquement en distanciel. Ça, c'est propre à chacun et c'est propre à chaque réunion, comment ça a été défini, mais en tout cas, on fait, les 2. D'accord et c'est vrai que je vous vois là, donc pour le podcast, Tina et Charlotte sont toutes en noir effectivement avec un fond violet et tout bêtement ce fond violet, c'est parce que on vous le fournit? Comment ça se passe? Vous peignez un mur de votre maison, avant de rentrer à Helios? Comment vous faites? Non, on ne nous demande pas de peindre. On a un fond, effectivement, c'est un fond amovible, hein, qu'on c'est un tissu violet, en fait, qu'on a, derrière, notre chaise, Et vous on a toutes travaillez le depuis même. chez vous? Alors on Non, a, pas plusieurs forcément. possibilités chez Helios, soit on travaille en télétravail, total, soit on peut aussi aller sur site, en sachant qu'on n'a pas des bureaux Helios de partout en France. On a le siège social qui se trouve sur Toulouse, on a des bureaux sur Paris et des bureaux sur Montbonneau. Donc voilà, par exemple, moi, j'ai une partie en télétravail et une partie sur Montbonneau parce que j'habite sur la région grenobloise. Après, on a des collègues qui sont en télétravail, total. Mais ça, c'est encore un choix, que chacune fait. D'accord. OK, très bien, ça fait sens. Donc ça veut dire avoir un petit fond violet à la maison et Et ça veut dire aussi, avoir la fibre parce ah oui, que c'est sans vrai. fibre, effectivement, on n'a pas une bonne qualité d'image et c'est une, condition en tout cas pour être en télétravail.
Oui, c'est plutôt logique, vaut mieux qu'on puisse voir le code, plutôt qu'un code saccadé, OK et donc je reviens à cette journée type, donc vous êtes de permanence, c'est des tranches de combien les permanences niveau heures? C'est C'est trois pas quatre des heures? tranches qui sont définies, voilà, c'est entre 3-4 heures, mais on peut aussi, venir, en renfort sur un petit créneau de 2 heures. Il y a pas de créneau, type, de défini. Mais en C'est que général, oui, on est là sur 3-4 heures. d'accord, il faut que la journée il faut que vous trouviez des arrangements entre collègues pour que le temps de la journée soit fait. Qu'il y ait toujours Totalement, quelqu'un à la permanence. c'est ça, il faut pas que la plateforme, soit, sans codeuse en tout cas. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un sur, plateforme. Et donc, là, quand tu as ce créneau-là de permanence, donc il y a des appels qui arrivent, comment tu décides s'il y a 2 appels qui arrivent en même temps, qui c'est qui passe en premier par exemple? Enfin, j'imagine c'est rare, mais en fait, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est rare qu'il y ait 2 appels qui arrivent en même temps? Ah non, pas du tout, ça arrive même souvent. C'est pas nous qui décidons, quel appel on va prendre en premier, c'est tout informatisé. On a tout un outil informatique et notre appel, ça va être le premier appel qui va arriver en fait, dans nos casques, qui va sonner. On va prendre cet appel. Alors soit on est toute seule, mais très souvent on est au moins 2 ou 3 sur la plateforme. Donc s'il y a 2 appels et ben, on est au moins 2 pour réceptionner les appels. Pareil s'il y en a d'autres et puis s'il y en a plusieurs qui se cumulent et ben, ils restent en attente le temps qu'on relaie le premier appel. Une fois qu'on raccroche et ben, les appels se suivent en fait. Mais nous en tout cas, c'est pas nous qui décidons de quel appel on va prendre parce qu'on ne sait pas qui nous appelle. D'accord, C'est c'était tout la question que je me informatisé. posais. Mmh. D'accord, donc il y a au préalable, quoi? C'est un formulaire qui est rempli ou peut-être quelqu'un qui fait le travail avant vous? Alors, ça va dépendre de là où provient l'appel. En fait, si, on est sur une entreprise, que c'est une personne, sourde qui a réservé un créneau pour une réunion, par exemple, effectivement, il va avoir rempli un formulaire en préalable pour réserver ce créneau, de temps de réunion. Donc, nous, on va se tenir prête à coder cette réunion et puis on a aussi les appels qui viennent eh ben, de services publics, par exemple, ce qu'on appelle le Helios Connect, qui vont venir directement sur la plateforme et là, il y a pas de formulaire à remplir. En fait, c'est des personnes qui souhaitent joindre, un service ou une mairie comme on a parlé tout à l'heure, qui se rend directement sur, l'annuaire Helios et qui va générer l'appel depuis cet annuaire. D'accord. Donc pour tout ce qui est, les offres, on verra dans un second épisode, plus en détail, voilà, parce qu'on trouvait ça important de faire un épisode sur le métier, au final, de qu'est-ce que c'est qu'être opératrice codeuse et faire, un épisode dédié sur les différentes offres parce qu'on s'est rendu compte dans nos groupes de travail sur le podcast que, peut-être qu'on manquait d'informations, que les personnes, notamment les personnes sourdes, manquaient d'informations sur leurs droits. Donc on a décidé de faire un épisode de podcast, dédié qui sera diffusé, la semaine prochaine et qui vous permettra de connaître tout ce qu'il faut, et tous vos droits et tous les droits, je pense notamment, aux personnes qui travaillent avec des élèves sourds et vous pourrez leur expliquer quels sont leurs droits, quand ils seront, plus autonomes, et plus adultes et c'est important, de savoir ça qu'il y a des choses qui sont mises en place et on n'est pas forcément assez bien au courant. Donc ça, on le verra dans l'épisode, d'après et donc c'est si je reprends la il y a pas de journée type parce que en fait, ça dépend des différents créneaux. Des fois, il peut y avoir des réunions de placés, des fois de la permanence et comment ça se passe de prendre un appel? Moi, je connais pas, du tout. Voilà, moi, j'ai pu être codeuse, mais j'ai jamais été opératrice codeuse, donc je découvre ce métier. Je trouve ça génial. Merci encore, d'avoir, répondu, présente, à toutes mes questions parce que je suis très curieuse. Donc, imaginons une personne sourde appelle, comment ça se passe? Expliquez-nous tout. Et ben, écoute, on peut prendre l'exemple, d'une personne sourde en entreprise, qui souhaite, joindre un collègue de travail, par exemple. Je suis l'opératrice codeuse, donc cette personne va tout d'abord, bah, générer un appel, via son application Helios. Dans un premier temps, cet appel va arriver, chez nous. Je vais, donc accueillir cette personne. On va vérifier ensemble, que les paramètres, notamment, que l'image soit bonne, qu'il me voit bien. Hem
On va aussi déterminer son mode de communication parce qu'en fait, les personnes sourdes ont 2 possibilités. Soit elles vont s'exprimer à l'oral, soit à l'écrit et à ce moment-là, ce sera moi qui vais lire ses propos s'il s'exprime par écrit. Donc voilà. On définit tout ça, on contextualise la situation. Il me dit: «Ben, voilà, je souhaite rejoindre un collègue de travail pour la réunion de cet après-midi» et là, je lance l'appel. Donc c'est moi qui génère l'appel et je lui fais signe que l'appel est en train de sonner. Une fois D'accord, que la personne répond, je code ce que j'entends. Enfin: «Allô, bonjour» et là, je lui dis, hem, c'est moi d'abord qui prends la parole. Je lui dis: «Bonjour, relais téléphonique Hélios», je lui dis que je suis en visio avec une personne sourde, qui cherche à le joindre et ensuite je leur laisse la parole. Ensuite, ils conversent tous les 2 et moi, je suis l'intermédiaire de ces 2 personnes. La conversation se passe, se termine. Je fais signe à la personne sourde que le monsieur a raccroché ou la dame, peu importe, que c'est terminé et on a un bref échange pour savoir comment s'est passée la conversation, l'appel, est-ce que tout a été clair? Est-ce qu'il a eu, ces informations? Voilà. d'accord. OK, donc c'est une petite appli, sur le téléphone, donc j'imagine qu'il vaut mieux avoir une bonne connexion internet, avant d'appeler, ce genre Oui, de petites choses et on le verra la semaine prochaine, mais du coup, c'est pas la personne sourde qui paye? On est d'accord? Si c'est hem, ton entreprise? voilà, c'est l'entreprise. Là, on est passé par un exemple d'Elios Entreprises, mais vous verrez qu'il y a d'autres possibilités, si on n'est pas dans l'entreprise, d'appeler effectivement, et c'est pas forcément payant quand on passe pas par l'entreprise. D'accord, bah, il me tarde de savoir tout ça Je laisse la et surprise pour la semaine prochaine. On va pas trop en dire. mais c'est vrai que voilà, c'est des informations, moi je pense que ce manque d'informations qu'on peut avoir, on a peut-être cette peur que c'est quelque chose qui va être payant, qui va être cher et c'est vrai que je suis contente qu'on puisse faire le point, et voilà, notamment la semaine prochaine sur tout ça parce que je suis sûre qu'il y a peut-être des personnes qui s'empêchent de téléphoner en se disant: «Mais non, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas», et en sachant pas comment ça se passe. Donc heu, donc on verra ça. OK et du coup, Charlotte, tu trouves que c'est quoi les avantages, d'être sur ce poste d'opératrice codeuse? Est-ce que Par rapport à un centre médico-social, c'est ça ou oui, en voilà, général? enfin, en général, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ton travail, Alors, déjà le fait d'être en télétravail, j'apprécie beaucoup. C'est vrai que, c'est une enfin voilà, c'est un confort de travail. Hem, Être chez l'eux, ça me permet aussi de jongler avec mon auto-entreprise parce que c'est vrai que, bah, voilà, comme on disait, j'ai des permanences de 3 à 4 heures, ce qui me libère quand même beaucoup de temps, pour répondre, aux besoins, de mon auto-entreprise et donc puis, l'auto-entreprise, c'est quand tu travailles pour le CAMS? Non? non, non, pas du tout. C'est J'ai le encore, CAMS, à part et l'auto-entreprise pour d'autres demandes, ça peut être des d'accord. adultes, des jeunes, autres. Hem, voilà, Donc tu es, voilà, donc tu as un temps partiel au CAMS où là tu as des horaires dédiés, enfin j'imagine que ça doit être sur certains jours, je suis un jour par semaine au CAMS, heu, heu, le à reste du 50 temps chez Helios et le reste du temps que j'accorde à l'auto-entreprise. très bien, des bonnes semaines là aussi, des bonnes semaines chargées. Pas mal, Le statut d'opératrice codeuse, ça te permet un petit peu de pouvoir adapter le reste c'est de ça, ton de mon emploi du emploi du temps. temps. Mmh. OK et est-ce que tu as des choses que tu alors toi non, parce que je me dis: «Est-ce que tu as des choses que tu regrettes du terrain?» mais le terrain, tu y es encore. Donc Ouais, j'y suis encore. C'est vrai que du coup, je peux combiner un peu tous les champs d'action là et je découvre aussi le milieu adulte que je connaissais très peu finalement. J'avais codé un petit peu pour quelques adultes, mais heu, mais non là, je garde cette partie, en structure avec toutes les missions de structure et je découvre encore, l'accessibilité, pour les personnes adultes. Donc c'est vrai que pour le moment, le milieu enfance ne me manque pas parce que je l'ai encore. c'est Voilà. pour ça que tu as choisi de rester au CAMS, je n'arrive jamais à prononcer ce sigle, au secours. CAMS. CAMS, parce que certains prononcent CANSP, enfin et donc c'est pour ça que tu as fait ce choix d'avoir ce temps, partiel pour pouvoir continuer à rester, avec les enfants? Ouais, totalement. J'ai travaillé 13 ans au CEPS,
qui est pas facile à prononcer non plus. Les SEPS, c'est les, services, De d'éducation soutien, de service de soutien. soutien à l'éducation familiale, et scolaire. C'est les services, en fait, Et pour ben, c'est celles et la ceux suite qui du ne CAMS. En fait, tu voilà. as le CAMS de 0 à 6 ans et puis tu as le CEFS à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans et voire plus, maintenant. C'est des services Donc itinérants qui vont suivre les élèves sourds, donc dedans, vous allez pouvoir trouver, des codeuses, des enseignants spécialisés, des éducateurs spécialisés, des psys, je crois, qu'il peut des aussi psys, des avoir des orthophonistes, il psys, peut y avoir des des assistantes orthos. sociales, ouais. Donc tu as travaillé Heu, longtemps dans un oui, CEPS? voilà, du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un souhait de garder, un temps au CAMS, c'est parce que ces 13 années passées au CEFS, je me doutais bien que les enfants allaient me manquer, que les prises en charge, auprès d'eux, ça allait manquer, donc j'ai vraiment souhaité garder ce petit temps-là, au CAMS. Et je Ouais, c'est rajouterais pour compléter, si je peux compléter ce que disait Charlotte, effectivement, nous, chez Lioz, on est 7 codeuses dans l'équipe, et quasiment toutes, ont un temps de travail partagé comme le fait Charlotte avec, enfin toutes ont un pied sur le terrain, certaines dans des structures médico-sociales, comme le fait Charlotte et d'autres, auprès d'adultes, donc avec des auto-entreprises, pour accompagner, enfin des étudiants ou des adultes, en milieu professionnel. Donc ça, c'est une partie qui est importante pour nous chez Helios et qu'on essaie de toujours, défendre, et c'est pour ça que Charlotte disait tout à l'heure qu'on conseillait de pas faire plus de 50 de temps de visio par semaine, parce qu'en effet, c'est vraiment important de rester dans la réalité du terrain et de continuer à pratiquer sur le terrain, en complément de ce qu'on peut faire, en visio et en fait, c'est un bon équilibre. Tout le monde trouve son compte comme ça, aussi parce qu'on a, ce temps de travail qui est réparti comme ça. OK, les 7 codeuses, au final, sont contentes de pouvoir avoir un pied sur le terrain et un pied, chez vous. Exactement. Ah, c'est super et donc vous, vous encouragez ça? Si, par exemple, moi, je suis une codeuse et que je dis: «OK, je viens travailler 50 chez vous, mais après le reste du temps, je suis pas sur le terrain», ça serait dommage? Oui, enfin, c'est vraiment ce qu'on conseille en fait de continuer à coder sur le terrain en complément. De toute façon, si une personne vient nous voir en nous disant qu'elle a un temps plein disponible, on ne pourra pas lui proposer un temps plein de visio, même si on recrute du monde à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on proposera dans tous les cas. C'est pas des bonnes conditions de travail et nous, on estime que c'est pas des bonnes pratiques d'être à 100 de temps de travail sur, on fera jamais 35 heures de visio. Ça, c'est impossible. Par contre, chez Helios, on peut aussi proposer d'autres types de missions et c'est l'avantage aussi de faire partie d'une entreprise comme ça, c'est qu'il y a plusieurs corps de métier, au sein de l'entreprise et que, certaines vont avoir d'autres responsabilités au sein de l'entreprise en complément des heures, de plateforme. Donc ça, c'est aussi un plus pour nous, d'avoir des perspectives d'évolution ou de missions différentes sur notre temps de travail. D'accord, super. Oui, parce que 35 heures de visio, ça serait trop, pourquoi c'est fatigant? Parce que tous les 2 vous me dites que c'est fatigant. Je ne connais pas, je pose la question. Qu'est-ce qui est fatigant dans le fait de faire de la visio pendant des heures? Bah, je dirais que déjà c'est, une position statique et devant un écran. Ça, tu me diras, il y a plein de gens qui font un boulot administratif et qui sont dans ces conditions-là. Mais voilà, ça, c'est déjà une première partie qui est un peu fatigante et puis en fait, c'est vraiment de la concentration, importante, soit parce qu'on est en train de coder des appels, donc dans ce cas-là, c'est quand même du codage en milieu adulte, donc on ne pourrait pas, coder 35 heures, de réunion par semaine, par exemple. Ça, ce serait pas possible, même si on avait, les demandes, qui étaient, à ce point importantes, on conseillerait vraiment pas de faire ça. Et puis les moments où on n'est pas en train de coder, en fait, on est quand même concentré sur la plateforme, on est dans de l'attente, on est dans de la veille et donc mentalement, c'est quand même assez fatigant. Ouais, je vois. Ça fait sens, et c'est, j'en profite, c'est le cas, pour les codeuses? C'est le cas aussi pour les interprètes? De pas faire un temps plein parce que c'est, fatigant aussi?
Oui, complètement. Les interprètes, ils ont à peu près la même organisation que nous. Et eux, ils ont un volume d'appels qui est encore plus important, ce qui est assez logique. Donc, oui, oui, ils ont tous aussi un pied sur le terrain. Et puis, ils ont des créneaux pour le coup qui sont assez bien définis, qui sont plus réguliers que nous. Nous, c'est un arrangement entre guillemets entre nous. On a besoin chacune d'avoir cette souplesse, ce qui explique qu'on a parfois des petits créneaux, parce qu'on fait pas mal de mouvements de planning entre nous pour que chacune puisse répondre à ces différents milieux professionnels, enfin ces différentes sphères professionnelles. Et donc en langue des signes, effectivement, les interprètes fonctionnent à peu près comme nous, et c'est la même chose pour le texte. Les interprètes de l'écrit aussi font des petites permanences. Enfin, les durées sont variables, mais les 3 modes de communication fonctionnent à peu près pareil là-dessus. D'accord, OK, donc c'est beaucoup plus clair pour moi. J'imagine que ça sera beaucoup plus clair pour les personnes, qui nous ont suivis et voilà. Bah, du coup, je pensais à je trouve que c'est vraiment une super possibilité de pouvoir avoir ces temps-là, ces temps du terrain, ces temps de pas être, voilà, moi j'ai pris la direction de la licence codeur, il y a 2 ans maintenant et c'est vrai que je suis plus du tout sur le terrain et je sens que ça me manque. Je sens qu'il va falloir que je trouve un moyen, de peut-être refaire alors je sais pas sous quelle casquette, voilà, moi je suis enseignante spécialisée, je suis codeuse, mais je sais qu'il va falloir que je retourne sur le terrain parce que, j'en parle, mais là maintenant ça fait 2 ans que j'en suis retirée et je sens que c'est pas bon et donc je trouve ça top, la démarche, d'Elio, c'est vraiment une bonne chose, quoi et en plus, là je pense à Charlotte, travailler avec les petits, c'est vraiment l'une des choses que j'ai pas fait et je pense que ça doit être vraiment super là, les 0-6 ans, Ah oui, ouais, ouais, c'est des missions qui sont totalement différentes que dans les écoles et enfin, c'est vraiment une chance que j'ai de tu as beaucoup de sensibilisation, de formation, d'information, de relais avec les équipes, pédagogiques aussi et du coup, c'est vraiment chouette, ouais. C'est un autre travail à découvrir. d'accord. Je pense que c'est bon pour moi. Est-ce que, vous avez le secret, professionnel? J'imagine que oui, tous les appels, vous avez, comment ça se passe, je sais pas, vous avez une clause, de confidentialité? Je sais On est, soumis à une charte déontologique, en fait, tous ces métiers, là, mais que ce soit sur le terrain ou en visio, en fait, ça va être un peu pareil. Effectivement, tout le contenu de ce qu'on va coder, pendant les appels, on a ce secret professionnel, bien sûr, pour respecter, le enfin, pour respecter, le contenu de ce qu'on va coder, et pour que les personnes sourdes aussi, aient cette confiance, qui est pas toujours facile. C'est vrai que quand ils appellent pour des choses qui sont assez personnelles, parce que ça peut arriver aussi même en milieu pro, d'avoir des appels, soit, confidentiels ou soit, personnels, parce qu'en fait, il y a des sujets qui peuvent être plus personnels aussi. C'est très important pour eux de savoir que, les codeuses, les interprètes, sont soumis à ce secret professionnel. C'est indispensable pour eux comme pour, les collègues et les autres interlocuteurs entendants. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. et ça, vous leur dites, comment ils sont au courant que vous êtes tenus du secret professionnel? C'est quelque chose qu'Elios dit avant ou que vous dites avant les appels ou pas nécessairement? Alors, on le dit pas forcément pendant les appels. Ça peut arriver qu'on nous pose la question, même si c'est très rare, et puis dans ce cas-là, on l'explique très simplement. Et puis sinon, c'est dit, en fait, au moment où les contrats sont signés avec une entreprise. Ça, c'est plus la partie, commerciale. Les commerciaux de chez nous qui vont vendre les produits vont expliquer, en fait, toutes ces règles de fonctionnement-là. D'accord et j'avais une petite dernière question. Donc les personnes sourdes, bah, elles ont un peu l'habitude de ça, mais les entendants, les personnes entendantes que vous appelez, comment ils réagissent au fait de alors peut-être qu'ils sont au courant, je pense aux entreprises, mais je pense, bah, voilà, les entendants qui n'ont pas l'habitude, est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce qu'ils sont un peu ils vous parlent à vous? Est-ce que comment ça se passe, sur des gens qui sont pas trop sensibilisés à se faire, traduire, quoi? Il y a un peu de tout, je Ouais, dirais. c'est ce que j'allais dire. Généralement, quand on passe l'appel, on présente le service, on dit qui on est et pourquoi on les appelle et qu'on va être l'intermédiaire entre ces 2 personnes. En règle générale, les personnes, réagissent très bien et nous disent: «Ah oui, pas de souci».
Mais pour certains, effectivement, ils vont nous dire: «Vous pouvez lui dire que ça». En fait, ils ont pas compris qu'ils sont directement, en lien avec eux. Donc voilà, on leur a dit: «Non, mais c'est bon, vous la personne, vous vous adressez directement à la personne et je suis l'intermédiaire». Donc voilà, on peut rappeler effectivement, ça, mais sinon, je trouve que, généralement, ils comprennent assez bien, qu'on est le relais téléphonique et qu'on est là, comme intermédiaire à cet appel. Et l'avantage de la LFPC, c'est aussi ce côté, très fluide et très immédiat, de la retransmission des propos et donc en fait, quand on code à la vitesse de la parole, ce qui est dit pendant l'appel, le décalage est vraiment faible, entre le moment où, la personne entendante, s'exprime et le moment où la personne sourde répond. Donc le décalage est vraiment petit et court, heu et donc en fait, ça permet aussi à la personne entendante, au fil de l'appel, d'oublier en fait qu'il y a un intermédiaire et donc même si la personne au début a été un peu surprise, éventuellement nous a demandé de reformuler parce qu'ils n'ont pas très bien compris la configuration de cet appel, tripartite, hem, au fil de l'appel finalement, ça se fluidifie généralement et les personnes entendantes peuvent complètement oublier même la présence de la codeuse. Ah, ça, c'est super. Donc voilà, donc si jamais ça vous arrive, que vous recevez un appel, on se détend, tout va bien se passer. L'opératrice codeuse va juste, retransmettre ce que vous dites et vous pouvez parler normalement. Vous n'avez pas besoin de dire: «Alors vous lui direz que». Non, vous parlez comme si c'était une conversation que vous adressez directement à la personne et l'opératrice codeuse se charge, de retranscrire votre message. C'est ça, les filles? C'est Exactement, ça. ouais. Ne Et stressez pas. dans la plupart des cas, la personne sourde s'exprime oralement, et donc en plus, il y a la réponse est directe en fait, donc c'est vraiment c'est fluide. Il faut essayer pour s'en rendre compte, mais essayez et vous verrez que c'est très fluide. Voilà, parce qu'on le rappelle, pour certains qui prendraient le podcast, beaucoup de personnes sourdes oralisent, hein. Elles parlent, donc là, c'est ce cas-là, donc dans cette configuration, c'est juste que la personne sourde va avoir du mal à entendre, donc l'opératrice codeuse va se charger de retransmettre les messages oraux. Mais ensuite, pour la réponse, la personne sourde, donc parle ou vous m'avez dit qu'elle peut aussi écrire si elle préfère, c'est ça en Elle peut réponse? écrire, exactement. Soit si elle est plus à l'aise à l'écrit ou si, le micro fonctionne pas bien, enfin ça peut être vraiment les 2 critères, et donc elle peut s'exprimer tout à fait par écrit, donc en faisant des phrases, vraiment construites parce que nous, on va lire ensuite mot pour mot, ce qu'elle va écrire. Donc c'est, vraiment elle qui formule, sa demande bien précise et nous, on va lire à l'entendant au téléphone la demande de la personne sourde et ensuite, quand l'entendant répondra, on codera les propos comme on fait, en temps normal. OK, bon, ben, moi, c'est très clair pour moi. J'espère que ça sera très clair aussi, pour tout le monde. Ben merci les filles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que, vous avez des informations que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices, entendent? Bah, pas forcément, à part de dire que c'est maintenant c'est assez récent comme pratique, en tout cas, au niveau de la LFPC, c'est la pratique des relais téléphoniques qui est quand même assez récente. L'obligation date de 2018, donc c'est encore tout frais, et donc ça va se développer petit à petit et je crois qu'il faut vraiment l'encourager. Donc si vous avez dans votre entourage, des personnes sourdes ou des personnes entendantes en lien avec des personnes sourdes, pas hésiter à parler de ces services-là, et encourager en fait les personnes sourdes à se lancer parce que pour elles, c'est pas forcément, simple dès le début non plus, hein, de se mettre à la téléphonie quand on n'en a pas eu l'habitude. Donc voilà, moi j'encouragerais ces pratiques qui peuvent vraiment faciliter dans la vie de tous les jours. Il y a certaines situations de la vie courante où, les choses se règlent pas pareil par téléphone, que par mail ou par écrit. Donc voilà, vraiment moi j'encourage à utiliser ces services qui sont une aide importante pour les sourds comme pour les entendants. OK, super. Ben très bien. Bah, on verra en plus la semaine prochaine, on va détailler vraiment toutes ces missions, comment ça marche, vraiment on va faire un petit point là-dessus et ça vous permettra, je l'espère, de pouvoir conseiller, l'utilisation de ces services et notamment je pense, encore une fois à, tous les auditeurs et auditrices qui travaillent dans le médico-social et qui pourraient donner cette information, je pense, aux ados et aux adultes, sourds. C'est important qu'ils soient au courant de tous leurs droits. Bon, ben Tout merci à fait. beaucoup les filles. Merci à C'était Merci toi. très Fanny. et je vous dis à bientôt. À À bientôt. bientôt, plaisir. Au revoir. Au revoir. Salut.